Fais vite, avant que les gens parlent. Bonsoir tout le monde, excusez-moi du bruit. Juste pour 2 minutes, le temps que madame fasse son café. Je suis venu me réfugier dans la cuisine pour avoir la paix. On est même me trouver ici. Ah, vraiment, la vie. On va faire comment? C'est que femme veut, Dieu veut. Voilà, c'est ça. Alors, le temps que les gens se connectent, je pense que ça va aller. Le temps d'attendre aussi mon invité. Fais tout le bruit que tu veux. C'est ta maison. C'est ton mari, c'est tout. Tout t'appartient. Fais ton malin. Ah là 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 là. Excusez, la cafetière va faire un peu de bruit. Et puis on va commencer. Béatrice Baouin, maman, bonsoir. Esprit Séméné, comment tu vas la famille? Bonsoir à tous ceux et celles qui se connectent. Voilà, les cafetières avec dosettes bizarres. Tu me regardes. Tu vas faire les gens te voir. Je vais te montrer à tout le monde entier mondial. Tout le monde mondial. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. J'attends mon frère Maître Zoku pour commencer ce live aujourd'hui qui sera un live d'accompagnement par rapport à tous nos frères et sœurs qui ont réagi vigoureusement par rapport aux tergiversations de certaines personnes actuellement là dans le paysage politique ivoirien. Voilà. Tu peux me rebrancher tous mes trucs là s'il te plaît? Merci madame. Voilà. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, hein, juste 2 secondes, le temps de... Attends, je vais dire à Metzoku d'arriver. Je l'ai tagué pour qu'il puisse être là. Pourtant, je l'ai eu 2 minutes auparavant. Est-ce que chez vous, ça va? Hello Squadio, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci à toi, merci, merci, merci. C'est gentil. Alors, je vais essayer de voir tous ceux qui m'ont salué pour leur dire bonjour aussi. Hop, merde. Mais, oh là. Voilà. Maître Zoku, tu es où? Maître Zoku. Attendez 2 secondes. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Ne vous inquiétez pas, hein, ça va se couper 2 secondes. Je reviens tout de suite. Voilà, merci pour les cœurs. Merci pour tout. Maman Douchka, comment tu vas? Le camp de la République. Ah, le camp des révolutionnaires, ouais. Alors, on attend notre frère Betzoku qui arrive là. Il est en train de faire la demande. Et puis, on va commencer à parler, à bailler, à expliquer les choses parce que c'est important. C'est important. Voilà.
Il dit qu'il fait la demande. Je comprends pas pourquoi il met du temps. Ou bien il va venir avec un autre compte parce que des fois les gars le bloquent aussi. Est-ce que chez vous ça va les frères et sœurs? Est-ce que chez vous ça va? Est-ce que tout va bien? Je veux savoir en attendant que Metzoku arrive. Est-ce que vous allez bien? La santé ça va? J'espère que vous n'êtes pas malade. Vraiment je vous souhaite le meilleur. Ah mon frère, comment tu vas? Tapoter les CV, les cœurs. Merci, 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 maman. Merci. Il y a Metzoku qui est avant d'arriver là. Ça clignote, ça clignote, ça clignote. J'espère que ça va passer et puis on va pouvoir commencer directement. Ah voilà, c'est passé. Alors bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Ivoirien, bonsoir. Aujourd'hui, je suis encore avec mon acolyte, mon doublon, mon frère de sang, Metzoku. Et on a décidé ce soir de parler de notre engagement en tant que citoyen ivoirien pour faire partie le RDR de la gouvernance de Côte d'Ivoire. Voilà. Et par rapport à ça, maintenant, il y a des gens qui sont en train de se préparer. Il y en a qui cherchent à être à la tête du pays. Il y en a qui font faire ce qu'ils peuvent pour pouvoir essayer de charmer les Ivoiriens. Et on remarque dans tout ça certaines personnes qui nous donnent l'impression de nager à contre-courant, qui nous donnent l'impression de commencer déjà à mettre du sable dans notre attiquet. Et ça, nous, maintenant, on ne peut plus le tolérer. On est rentré dans la ligne droite. Les fameuses élections, d'après ce que les gens racontent, c'est dans un an pratiquement. Donc, on n'a plus le temps maintenant de plaisanter, de jouer, de tourner. Le temps est en train d'arriver. Et ces élections sont capitales parce que elles vont amorcer en même temps, si elles se passent bien pour l'opposition, un nouveau tournant, un nouveau changement en Afrique qui sera dans la lignée de nos frères de l'AES. Donc, le colon, l'ancien maître, ne veut absolument pas que cela arrive. Donc, les gens dépensent beaucoup d'argent, ils font beaucoup d'influence, ils font tout ce qu'ils peuvent, en tout cas, pour essayer de toute leur force d'empêcher cet avènement-là. Voilà. Alors, nous avons une façon de voir les choses. Nous allons aujourd'hui traiter du sujet qui brûle actuellement l'actualité et nous allons donner nos arguments. Nous allons donner vraiment tout ce qu'on pense. On va dire tout ce qu'on pense par rapport au comportement de certaines personnes, certains partis politiques qui nous donnent l'impression d'essayer de freiner la machine. Voilà. Donc, connectez-vous, partagez la vidéo, mettez les cœurs, faites tout ce qu'il faut pour que la vidéo ne soit pas signalée. Enfin, ils vont essayer de signaler, mais pour que les algorithmes de Facebook ne nous bloquent pas et qu'on puisse vraiment développer ce que nous avons à dire aujourd'hui. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a un souci avec Metzoku. Attendez. Hop. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Juste quelques secondes. Hein. Juste quelques secondes. Vraiment désolé. Aujourd'hui, la technique est un peu bizarre, mais je pense que ça va aller d'ici 15 à 20 secondes. Normalement, ça doit aller. Normalement, d'ici 15 à 20 secondes. Voilà. OK. Tout va très bien. Metzoku, tu m'entends? Oui, je t'entends, mais je ne me vois pas à l'écran. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, L'essentiel, c'est donc qu'on puisse. allons-y, continuons. Voilà. L'essentiel. Voilà. Donc j'ai salué tout le monde. J'ai pratiquement fait l'introduction et je vais te laisser faire le premier développement par rapport au sujet du jour. Oui, merci à tous ceux qui sont au rendez-vous pour nous suivre. On se rappelle que le 9 août dernier, par la voix de Simone et Yves Gbagbo, un groupe de partis politiques et d'associations de la société civile ont fait un point de presse pour annoncer qu'ensemble, ils réclamaient un certain nombre de conditions afin que les élections soient tout à fait transparentes. Et on a vu la liste des partis et des associations de la société civile signataires de cette adresse.
Parmi les signataires, il y avait le GPS qui était représenté par la signature de Kando Sumaoro. J'espère que vous m'entendez toujours, parce que Oui, là, on je vois t'entend que très bien. l'image est fixe. Voilà. On t'entend très Et bien. quelque temps après, on apprend que Kando Sumaoro est interpellé et jugé et condamné à, je crois, 3 ans d'emprisonnement. 2 ans ferme Donc, et puis quelques mois de sursis, je crois. voilà. Donc, face à cette situation, logiquement, ce collectif de partis et d'associations de la société civile qui avait le 9 août fait le point de presse pour indiquer sa concertation pour demander un certain nombre de conditions pour les élections transparentes, ce collectif donc sort à nouveau pour condamner l'arrestation et la condamnation de Kando Sumaoro et pour réclamer sa libération immédiate. Pendant qu'on se réjouissait du fait que, enfin, l'opposition commence à montrer qu'il est un bloc soudé, le PDCI fait une sortie solitaire pour faire, selon lui, certaines précisions, dans lesquelles ce parti indique que, en substance, il ne faudrait pas qu'on se trompe pour penser qu'il y a une alliance entre le GPS et le PDCI, qu'il n'y a pas d'alliance entre le GPS et le PDCI. Ce parti indique que lui, c'est un parti de paix attaché à la Constitution et aux voies légales. Ce parti indique que dans ce collectif de partis qui ont fait la déclaration du 9 août, il se trouve des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idéologies et les mêmes méthodes. Que le parti, le PDCI, prend de la distance envers tous ceux qui prônent la violence. Et ce parti-là apporte son soutien à Candos Mauro uniquement en tant que citoyen lambda et non en tant que membre du GPS. Et le PDCI indique qu'il lui apporte tout son soutien pour l'appuyer dans cette démarche afin qu'il soit libéré. Donc voilà le communiqué du PDCI, un communiqué étrange qui fait un peu désordre et qui nous amène à penser que ce front uni que l'opposition nous a présenté est en définitive traversé par des petites divisions. Donc, face à cette sortie du PDCI, nous nous sommes sentis un peu indignés, et on se pose des questions, beaucoup de questions. Pourquoi, à ce moment, le PDCI fait la précision de dire que eux, ils sont respectueux de la loi et de la Constitution et qu'ils se tiennent à l'écart de tout ce qui est violence? C'est une manière de dire que le GPS, c'est un parti de violence. Voilà. C'est une manière de désavouer le GPS. Et ça nous amène à nous poser des questions. Pourquoi seul le PDCI se met à l'écart après qu'on ait lu un communiqué qui représente la position de tous les partis qui se sont mis en groupe? Pourquoi le PDCI se met à l'écart? C'est des questions qu'on se pose. Est-ce parce que récemment, ils ont voté une loi pour dire que lorsque quelqu'un est condamné, toute personne qui vient défendre cette personne-là peut être poursuivie par la loi? Parce qu'il y a eu ce débat-là au niveau de la toute dernière loi dont j'ignore les références et pour laquelle Michel Gbagbo avait donné des explications sur le plateau. Est-ce par peur de l'emprisonnement que le PDCI a pris cette position solitaire? Donc nous trouvons que le PDCI doit montrer un discours qui rassure un peu les Ivoiriens.
le PDCI, vu ce qu'il a représenté pour l'indépendance du pays et ce qu'il représente actuellement du point de vue de son implantation, doit être le parti qui se montre le plus exemplaire s'il veut mériter son nom du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Cette façon de prendre la distance par rapport au GPS, cette façon indirectement de dire que le GPS n'est pas digne de lui, PDCI, mais à coup sûr, ça va introduire une division au sein du bloc qui est en train de se former. Voilà, c'est un peu ça notre indignation. Qu'est-ce qui anime au juste le PDCI? Parce que nous, on ne peut pas comprendre que vous accordez votre siège à ce collectif du parti pour faire la déclaration, c'est que vous êtes partie prenante. Voilà. Et le communiqué qui a condamné son arrestation, le communiqué qui a été lu au nom de tous les partis signataires de la déclaration du 9 août, ce communiqué-là a précisé que le GPS, contrairement à d'autres partis, a été accepté dans le collectif, contrairement à d'autres partis. Donc ce communiqué-là est en train de dire que le GPS est un parti parfaitement fréquentable, puisque d'autres partis ont sollicité l'adhésion, mais n'ont pas été retenus, et que le GPS, par contre, a été retenu comme faisant partie des signataires. Donc, ça veut dire que ce parti est tout à fait fréquentable. Et la signature du PDCI concernant cette déclaration montre que le PDCI acceptait le GPS comme un parti fréquentable. D'où vient-il que dès qu'on emprisonne le signataire, celui qui a signé au nom du GPS, le PDCI fait machine arrière, fait une reculade. Nous trouvons que c'est très décevant de la part du PDCI. Et puis ça nous amène à nous poser beaucoup de questions, à imaginer beaucoup de choses derrière la démarche solitaire du PDCI. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, mon frère Boakwasi. Alors, ok, merci. Mais moi, je voudrais faire Mais quelques... excuse-moi, est-ce Oui, que mon image apparaît non, ou bien c'est ma photo de profil? non, on ne te voit même pas du tout, c'est tout est noir. Ah, d'accord. Ok, donc Ok. allons-y. Parce que moi aussi, mon écran est bloqué sur une image figée, Ah, une image figée de toi. non, tout est noir, on te voit. On ne te voit pas, pardon. Tout est noir. Ok, Moi, je vois d'accord. et tout, et moi, je bouge. Voilà. Ok, Ok, maintenant, d'accord. on va demander aux amis qui nous regardent, est-ce que le live se passe bien? Est-ce que vous voyez, vous entendez? Est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît, avant qu'on continue? Est-ce que vous nous voyez? Enfin, vous me voyez moi, et puis, est-ce que vous nous entendez parler, en fait? Est-ce que vous pouvez répondre rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse continuer le live tranquillement? J'attends la réponse du premier commentaire. Là, la dernière personne qui a commandé, c'est Olga Zigo qui nous salue. Bonsoir à toi. Maintenant, on veut voir Ah, Dushka si... Pakura qui dit très bien. Ah, elle dit très bien, parce que moi, je ne vois même pas le commentaire de Touchka actuellement. Ah, voilà, c'est maintenant, ça vient Dushka dit. d'apparaître pour moi. Ok. Francine Ake dit on vous entend très bien. Ok, On vous parfait. entend. Ok, Merci. on dit quoi Merci. aussi, Touchka. Ok, maman Touchka, bisous à toi, tu ta Voilà, position, merci maman Touchka. beaucoup. Ok, merci. Alors, je voudrais déjà demander, poser la question aux gens du PDCI. Euh, Il reproche au GPS d'être un parti violent. Moi, je voudrais savoir si, après la crise, depuis 2015, est-ce que le parti de M. Soro Guillaume a soulevé des armes pour attaquer des gens ou bien a fait quelque chose? Je dis bien après la crise. Hein. Est-ce que le GPS, en tant que parti politique, a commis des actions de violence en Côte d'Ivoire? Moi, je pose la question. Parce que je pose la question en fait parce que si je veux aller derrière la question, c'est-à-dire en 2010, où on dit que Soro Guillaume était violent, était un criminel, était ceci, cela, c'est ce qu'il disait hein. À l'époque, c'est ce qu'il disait. Oui. Mais à cette époque où l'image de Soro Guillaume était vraiment écornée par rapport à la République, là, c'est pas le PDCI qui était allié avec lui, c'est pas le PDCI qui dormait avec lui à l'hôtel du Golfe,
C'est pas même PDCI là. Ça y est, on te voit maintenant. C'est pas même PDCI là qui était au golf. Monsieur Thiam, à cette époque, il a dit quoi par rapport au fait que le président Bédier soit assis avec Soro Guillaume à l'hôtel du Golfe et monsieur Ouattara Draman. Monsieur Thiam a dit un mot à cette époque par rapport à cette union. Je ne pense pas. À cette époque-là, comme Soro Guillaume avait des hommes armés avec lui qui faisaient l'affaire de ces gens qui voulaient être au pouvoir aujourd'hui, qui le sont aujourd'hui, Soro Guillaume était fréquentable à cette époque. Soro Guillaume qu'ils ont utilisé, parce qu'en tant qu'étudiant d'ailleurs même, à l'époque, il avait quel argent pour faire une rébellion? Il a simplement assumé, il a pris ses couronnes pour assumer cette rébellion et puis être au début le porte-parole de la rébellion, au départ. Mais derrière la rébellion, avec qui? Qui se cachait derrière? Qui avait peur qu'on le voit, qui avait peur qu'on sache que c'est lui. C'est Soro Guillaume qui a fait le travail. Maintenant, aujourd'hui, qui vous a installé avec une gratitude, vous voulez maintenant le faire passer pour quelqu'un qui est le plus mauvais dans tout ce qui s'est passé là. Arrêtez. Alors, arrêtez. Franchement, il faut arrêter un moment. Parce que ça, je vous dis ça aujourd'hui parce que ça ne passera pas ce narratif-là. Moi, j'ai jamais imaginé un jour que moi j'allais m'asseoir ici pour prendre la défense de Soro Guillaume pour cette affaire-là. Jamais. Mais je le fais aujourd'hui avec bon cœur. Je le fais aujourd'hui avec bon cœur. Parce qu'on est fatigué des politiciens véreux, menteurs, hypocrites, peureux. On est fatigué de ces gens-là. On n'en veut même plus, on veut même plus les sentir. On ne veut même plus les sentir. Des gens qui ne sont pas capables de dire clairement les choses et qui veulent ruser avec le colon, qui veulent, non, on va faire doucement, on va faire un peu. Moi, je ne peux plus les sentir. Parce que je me dis, ce n'est pas des politiciens. C'est-à-dire que c'est des gars, ils viennent faire la politique juste pour leur petit ventre, leur petite poche et puis leur petit groupe, leur truc. Mais ils ne viennent pas faire la politique pour les populations. Ils ne viennent pas faire la politique parce que vraiment, ils ont mal de voir les Ivoiriens souffrir. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent là, c'est on va prendre le pouvoir. On va prendre le pouvoir, on sera au pouvoir pour perpétuer la dynastie de Ouattara. Parce que qu'est-ce que M. Thiam a dit quand il est parti voir M. Ouattara? Tout à l'heure, sur un panel de TikTok, Congo a fait passer la vidéo avec le son de M. Thiam qui était en train de faire les éloges de M. Ouattara. Ah bon? Et qui sont dans la même vision. Ah bon? Mais à quoi ça sert d'être dans le PDCI? Il faut aller en même temps au RDR. Puisque Ouattara est un exemple. Ouattara est vraiment, sa politique, elle est bien, tout est chic. Arrêtez les hypocrisies, là. Arrêtez d'être hypocrite. Il faut arrêter parce que moi, ça me dégoûte de voir des gens qui ne sont pas capables de dire franchement ce qu'ils pensent. C'est fatigant, c'est dérangeant à la fin. Avec vos histoires de non, il faut mettre la forme, avec les costumes, les cravates, les gens qui parlent toujours avec le bon français châtié, toujours bien, non, il faut. Nous, on est intelligents dans notre groupe. Nous, on est visionnaires. Nous, on a des plans. Nous, on a des stratégies. Nous, on est des gens, on connaît les gens à l'extérieur. On a des carnets d'adresses kilométriques. On connaît tout le monde dans le monde entier. Mais vous ne connaissez même pas les Ivoiriens. Vous ne connaissez même pas les Ivoiriens. Parce que si vous connaissez les Ivoiriens, vous n'allez jamais dire que Ouattara a une politique qui inspire. Jamais vous allez dire ça. C'est la preuve que vous ne connaissez pas les Ivoiriens. Vous n'avez jamais dit que Ouattara est un exemple. Jamais vous allez dire ça. Si vous connaissez vraiment la vie des Ivoiriens. Mais si c'est pour connaître Bill Gates, si c'est pour connaître tous les grands de ce monde, les grands oligarques là, qui foutent la merde en Afrique là, de manière interposée à travers les choses, et puis aller s'asseoir avec les Kagame, des gens qui travaillent pour les États-Unis en pillant le Congo, en pillant ses propres frères noirs du Congo. On leur donne tout. Le Rwanda, c'est eux qui on va mettre sur maillot de Arsenal pour montrer que oui, visite Rwanda, c'est super. Rwanda, maintenant, on va envoyer Formule 1 au Rwanda pour faire croire que oui, ce pays-là, c'est le meilleur, c'est le meilleur exemple. Vous pensez que la jeunesse africaine ne voit pas? Ils font élection 99% vainqueur et puis personne ne pipe mot. On voit tout ça là. Et les
gens parlent. Et les gens vous attendent au tournant. Parce que vous allez être surpris. Les gars, il faut vous ressaisir, hein, parce que l'Afrique qui est en train de se lever là, l'Afrique qui est en train de se réveiller, qui est en train de se lever là, nous là, on est tolérants, mais les enfants qui sont derrière nous là, ah, ils ne sont pas tolérants, hein, ils ne sont pas tolérants. Hein. Ça va vous surprendre, parce que les enfants là sont très, très, très impatients et très chauds. Ils ne veulent plus entendre parler des histoires d'avant, là. Ils veulent maintenant du concret, ils veulent du travail, ils veulent manger, ils veulent se soigner, ils veulent vraiment faire tout sur la terre de leurs ancêtres. Et si vous avez maintenant des dirigeants qui ne sont pas capables de défendre les intérêts des populations d'abord, avant de parler des gens de dehors qui connaissent là, si vous n'êtes pas capable de définir clairement ce qui nous emmerde en Afrique, les troupes étrangères, la monnaie du CFA, vous entendez, non? Si ça, là, vous n'êtes pas capable de dire ça clairement aux gens, ne comptez pas sur la jeunesse ivoirienne pour vous suivre dans votre aventure. Ne comptez pas. Et puis en plus, si vous le pensez même, si vous le pensez vraiment que vous êtes contre et que vous n'êtes pas capable de le dire clairement, c'est que vous êtes des poltrons, vous faites la politique pourquoi? Parce que les politiciens, normalement, ils n'ont pas peur d'aller en prison hein, pour leurs opinions. Ils n'ont pas peur de recevoir des coups pour leurs opinions. Normalement, un politicien, il n'a pas peur de dire les choses, même si on la tape, on le met en prison, on le frappe. Ça va avec la politique. La politique, ce n'est pas simplement le bon côté où tu t'assois, puis tu manges quand tu gagnes les élections, tu es assis là-bas, puis tu manges, tout est chic, tout est beau. Mais là où c'est chaud, là, tu ne parles pas. Ah non, c'est trop facile. C'est trop facile. On vous dit ça aujourd'hui parce que depuis le début, voilà mon frère Zoku, il est là. Avec le PDCI et puis M. Thiam, là, j'ai été vraiment patient. J'ai été vraiment courtois. J'ai été respectueux. Les gens m'ont dit, mais toi-même, c'est quoi même? J'ai essayé même de parler avec eux pour voir, leur dire les choses clairement. Machin truc, mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Ils sont en train de nous prouver que par A plus B, par rapport aux démarches même de M. Thiam lui-même, on le voit, il est assis dans le dîner à l'Élysée, avec tous les enfoirés qui foutent la merde en Afrique. Nous, on n'a qu'à penser quoi? Nous, on n'a qu'à penser quoi? Quand on voit les photos, on voit les images. On n'a qu'à penser quoi? Ah non, il est parti chercher l'argent, il est parti chercher les investisseurs, c'est ça? Mais vous nous prenez pour des cons, vraiment, que vous pensez que la jeunesse, à travers toutes les souffrances qu'on a endurées là, on est encore dans ce genre de blaguer tuer là. Vous pensez qu'on est encore dans ça encore? Ah, les gars, des fois, respectez un peu les Ivoiriens, respectez un peu la jeunesse africaine. Que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, l'élan patriotique, l'élan panafricaniste, comme on le voit dans l'AES, là, c'est ça qui a pris le cœur de la majorité de la jeunesse africaine, ivoirienne en particulier. Les Ivoiriens qui ne parlent pas, qui avalent leur salut tous les jours, qui sont fâchés, qui sont humiliés, qui se sentent sales, qui se sentent esclaves dans leur propre pays, là. Est-ce que vous savez ce qu'ils pensent? Quand vous venez exposer votre truc et puis faire votre discours avec les grandes phrases, les grandes tournures, ou bien quand vous dites à travers des posts sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup qui suivent ce courant-là sur Facebook et qui écrivent en parabole, qui écrivent des formules toutes écrites là d'écrivains français, anglais, américains, la philosophie sur la philosophie sur la philosophie. Vous venez, vous écrivez. Est-ce que vous savez vraiment ce que les jeunes pensent? Parce que quand vous écrivez vos philosophies, là, vous croyez que les jeunes arrivent à ça, puis maintenant ils pensent comme vous. Je reprends. Quand vous écrivez vos petits discours, vos petites phrases, machin, truc avec des photos, avec plein d'énigmes et de machins, vous pensez que les jeunes Ivoiriens là, qui vont aller dans les bulletins, mettre leurs bulletins dans les urnes, là, ils pensent comme vous. Vous pensez ça? Parce que vous êtes intelligents. Vous êtes les gens, vous avez fait gros papier. Vous êtes les gens, vous avez fait toutes les universités du monde.
Vous connaissez tout, vous avez lu tous les bouquins du monde pour faire les bonnes citations, les bons trucs, tout ça. Là. Mais est-ce que vous êtes dans la tête du citoyen lambda? Parce qu'il ne faut pas croire que vos repéros qui vous suivent, vos repéros, attendez. Vos repéros qui vous suivent, là, à qui vous donnez 5 francs, 2000 francs, 100 000 ou bien 1 million, là. Les repéros qui sont autour de vous, qui dorment à Bobo, qui dorment dans les petits coins, vous pensez que c'est eux la population ivoirienne. Parce qu'eux, ils vont venir vous dire, hey, vieux père, hey, c'est bon, hey, chao, tiens, chao, tiens, chao. Vous pensez que eux, là, c'est la population. Ils sont en train de vous blaguer, hein, parce qu'ils mangent avec vous un peu au moins. Ils ont un peu mangé avec vous. C'est pour ça qu'ils vous font croire que toute la population en pense comme ça. Réveillez-vous. Ouais. Réveillez-vous parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les gens ont gros sur le cœur actuellement là. Monsieur Ouattara est venu les blaguer depuis qu'il est rentré dans ce pays-là. Surtout nos frères du Nord. Aujourd'hui là, si vous saviez ce que nos frères du Nord pensent, si vous saviez. Parce que quand aujourd'hui le RDR s'approprie les voix du Nord là, à travers les tricheries dans leurs élections qu'ils ont fait, maire et consorts et tout. Vous pensez que c'est vraiment ce qui reflète le cœur de la population? Mais vous blaguez. Vous blaguez. Les gens du Nord en ont gros sur le cœur parce que pour beaucoup, avec la manipulation de RFI, TV5, tout ce narratif-là qui venait de Paris, du colon, ils ont cru vraiment que à l'époque, le président Gbagbo était le problème de la Côte d'Ivoire. Ils ont cru. C'est pour ça qu'ils se sont mis dans cette affaire-là. Ils ont mis leur organe dedans pour que les choses changent. Mais malheureusement, pour vous, RDR, bête que vous êtes, vous avez pris le pouvoir là, on vous a mis ça dans votre main et vous avez pris ça pour faire des vengeances personnelles, des conneries, des machins, trucs, et puis maintenant du m'as-tu vu, en pensant que c'est ça qui va changer la vie de tous nos frères du Nord qui ont cru en vous. Aujourd'hui, là, vous allez vous rendre à l'évidence. Vous ne pouvez pas aller vous retourner vers la jeunesse du Nord pour leur dire votez pour moi. Parce qu'ils ont vu de quoi vous êtes capable. Vous avez fait 15 ans de gabégie, de trucs comme vous, où vous avez même nargué même vos propres frères du Nord. Quand vous arrivez dans le Nord en hélicoptère, dans les gros 4x4 et tout ça, les enfants là vous regardent. Vous mangez entre vous, vous faites les choses entre vous, le jour où vous êtes content, vous donnez un peu aux gens, et puis les gens vous regardent. C'est aujourd'hui, vous allez venir dire à ces gens-là, passer à des élections bientôt là, les gars, on est là à voter pour nous. On a fait les ponts, on a fait les routes, on a fait tout ça. Notre bilan est inattaquable. C'est maintenant que vous allez penser à toutes les gens dans les campements, dans les hameaux les plus reculés de la Côte d'Ivoire. C'est maintenant que vous allez penser à eux, quoi. Mais vous mettez le doigt dans l'œil. Pire, à l'hôtel du Golfe, les gens qui sont dans l'AES, beaucoup étaient à l'hôtel du Golfe avec vous. À l'hôtel du Golfe, là, pour attaquer Gbagbo, là. Beaucoup des gars de l'AES, là, ils étaient avec vous au Golfe. Vous avez réussi à les retourner comme vous. Ça, c'est un chapeau. C'est un exploit. Je ne sais pas qui est capable de faire. Non, chapeau. Des gens qui vous ont aidé, qui vous ont accompagné, qui ont mis leurs organes dans votre affaire là, pour pouvoir chasser Gbagbo. Aujourd'hui, ils sont retournés contre vous. Mali, Burkina, Niger. Ah! Ça veut dire que si c'était que les Maliens, j'allais dire, peut-être que c'est un problème avec les dirigeants du Mali, machin truc. Ouais. Mais les Burkinabés aussi. Ouais. Burkina. Et puis maintenant, Niger. Ouais. Ouattara a réussi à mettre tous ces gens-là contre lui. Ouais. Mais quand on dit contre lui, là, c'est pas contre lui d'amusement. Hein. C'est contre lui où les gars même le guettent. Et ils l'ont dit ouvertement. Ça vous dit rien. Hein? Ça ne vous dit rien. Et puis en plus, je vous dis encore une chose. Derrière le fait qu'il vous guette là, c'est Vladimir Poutine qui vous guette. Parce qu'il attend simplement que quelqu'un de l'OTAN vienne mettre sa bouche dans cette affaire-là et puis il vous montrer les couleurs. Or, actuellement, là, on voit ce qui se passe entre l'OTAN et puis les Russes en Ukraine. L'OTAN ne pille pas là-bas. C'est chaud. C'est chaud. Maintenant, en Afrique, je vous explique bien pour que vous puissiez bien comprendre vraiment ce qui est en train de se passer. Parce que si vous ne comprenez pas bien, là, vous
vous allez être déçus. Vous allez être déçus, cadeau. Aujourd'hui, là, la population malienne est contre Ouattara. Le gouvernement malien est contre Ouattara. La population du Burkina Faso est contre Ouattara. Le gouvernement du Burkina Faso est contre Ouattara. La population du Niger est contre Ouattara. Le gouvernement du Niger est contre Ouattara. La population de Côte d'Ivoire est contre Ouattara. Je vous le dis aujourd'hui clairement. Donc, imaginez maintenant que les gens de Ténébria et Brahima qui ont des armes, là, ils reçoivent aussi en face d'eux des gens qui ont des armes comme eux, qui viennent d'ailleurs. Vous savez où l'avantage va partir? Vous savez où l'avantage va partir? L'avantage ira où le peuple va aller. Je vous dis aujourd'hui, hein, où le peuple de Côte d'Ivoire, où ils vont se sentir en sécurité, là, où ils vont se sentir, ils vont voir qu'il y a quelque chose de bon pour eux. C'est vers là-bas ils vont aller. Donc ceux qui ont le fait, qui vont venir là, c'est derrière eux que les Ivoiriens vont aller se mettre pour attaquer maintenant ceux qui les fatiguaient depuis des années avec les armes, pour attaquer les encagoulés, tous ceux qui leur faisaient peur. C'est derrière ceux-là que les Ivoiriens vont aller se mettre. Je vous le dis aujourd'hui clairement, c'est comme ça s'est passé. Maintenant, ça change. C'est maintenant vous allez venir avec la fleur au bout du fusil. Non, nous on était pour le changement. Non, nous on était avec vous. Non, nous c'est maintenant vous allez venir faire ça. Quand tout a changé, le truc c'est gâté là. Et maintenant la population maintenant va gérer maintenant les affaires entre eux pour dire que non, voilà, le pays, il faut le remettre en marche. Tout ça. Vous allez venir maintenant faire monter patte blanche pour dire que non, on était avec vous. Il faut être avec le peuple aujourd'hui. Hein. Il faut être avec le peuple aujourd'hui où c'est chaud. Aujourd'hui, c'est compliqué. Là. Aujourd'hui, les gens sont en train de s'apprêter à ces bamrous. Il faut être derrière le peuple, pardon. Sinon, après ça, là, il n'y aura plus la peur. Les Ivoiriens ne seront plus effrayés par quelque chose. Donc, ils seront facilement capables de dire ce qu'ils pensent ou bien de faire ce qu'ils veulent à quelqu'un qui va les énerver, qui va venir raconter sa vie à l'époque où c'était chaud, là, vous n'avez pas parlé, c'est maintenant où tout est sucré, tout le plat est cuit, là, c'est maintenant que vous voulez venir parler choses. Vous étiez où? Vous êtes en train de dire quoi? Vous avez dénoncé quoi à l'époque pour nous défendre, nous, les populations? Les gens, on est en train de casser leurs maisons dans les quartiers, on est en train de chasser les ferrailleurs qui ont aidé la rébellion à l'époque. On est en train de chasser les gens, en fait, des gens qui pleurent de douleur chaque jour. M. Thiam, lui, est dans la convention aux États-Unis avec Kandia Camara, Maître Abiba. J'annonce aussi que Maître Abiba était là-bas aussi à la convention des démocrates, mais les trois ne sont pas là-bas pour les mêmes raisons. Hein. Aujourd'hui, le PPACI de Gbagbo a compris qu'il faut aussi causer avec les gens de l'extérieur parce que les élections dans nos pays africains, là, ça se prépare de l'extérieur. Ils ont compris ça. C'est pour ça qu'ils ont envoyé. Oui. Maître Abiba était là-bas aussi. Oui. Maître Abiba Touré, chef de cabinet. Oui. Non, mais mon gars, excusez-moi le langage, tu fais très bien de faire cette précision. Qu'elle était là-bas, mais pour d'autres raisons. Tu as raison de le dire. Pourquoi elle est là-bas en tant que porte-parole d'un pays dont le leader a carrément donné raison à Poutine. Donc, elle va là-bas, pas dans la même posture que Tidjane Thiam. Donc, elle va là-bas. Qui dit que lui, il admire la politique d'Israël. Il dit que lui, il admire la politique de Ouattara. Il a dit, il prend des conseils auprès de Ouattara. Mais quel genre de conseils va prendre auprès de Ouattara? Ça, il faut nous expliquer. Parce que moi, je ne sais pas ce que Ouattara fait. Que bon, quel conseil il va prendre avec Ouattara? C'est pour venir aussi mettre les gens en prison parce qu'ils ont parlé. C'est pour venir construire des ponts aussi, puis des routes. Parce que, en fait, ce qui m'énerve ici, c'est le côté hypocrite des gens. Vous venez devant les gens, puis vous parlez d'une manière, alors que peut-être que ce que vous pensez là, c'est différent. C'est pas ce que vous pensez vraiment.
Mais comme vous voulez vous faire passer pour les Jésus, pour les gens, vous voulez charmer tout le monde, vous voulez que tout le monde vous aime, donc vous allez mentir, dire des choses, alors que vraiment, peut-être, c'est même pas ce que vous pensez. Ou bien si c'est ce que vous pensez, au moins, alors on est au courant que M. Thiam, lui, veut faire comme M. Ouattara. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui-même qui l'a dit dans leur conférence de presse. Lui-même, il a dit. Personne n'a pensé. C'est lui qui m'a dit, je suis venu prendre un conseil auprès de mon grand frère, ou bien je sais pas quoi, que je le félicite pour sa politique. Ben, c'est lui qui a dit ça. Nous tous, on était là. Hein? Ouais. Tu n'étais pas obligé de parler. Tu n'étais pas obligé de dire tout ça là. Oui, je suis venu comme ça, saluer le chef de l'État, point barre, c'est dit. Mais il fait tout ce truc-là. Soit il est hypocrite, soit il est avec M. Ouattara. Il n'y a pas autre chose. Hein? Oh, moi, je dis aujourd'hui, là, on n'a plus le temps pour les hypocrites. On veut des gens qui ont des couilles pour dire vraiment sérieusement ce qu'ils pensent. Parce que la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne en particulier, ne peut plus attendre, ne peut plus souffrir encore. C'est fini tout ça. On est au courant maintenant que nous ne sommes pas pauvres. On a des gens qui nous appauvrissent, mais on n'est pas pauvres. Avec toutes les matières premières qu'on a, avec tous les sachants, tous les sachants qu'on a, qui ont été formés par Houphouët-Boigny dans les grandes écoles, on a comme les gens qui ont fait les bonnes études, là. On a Tidiane Thiam lui-même, on a, comment il s'appelle, Don Melo, on a plein de gars qui sont des grosses têtes. C'est à eux maintenant de transformer nos matières premières comme Oufoué l'avait demandé, pour qu'on les vende maintenant au vrai prix. C'est à eux maintenant de créer une monnaie, de créer des banques, de créer toutes ces choses-là pour que nous-mêmes maintenant on puisse faire notre économie, posséder notre économie entre nos mains. C'est à eux de faire le job. Mais vous n'êtes pas venu nous dire que non, on va continuer encore dans les mêmes conneries. C'est pas possible. Vous voyez, non? À un moment donné, ça suffit. Aujourd'hui, on est arrivé là. En tout cas, moi, personnellement, si ce n'est pas un garçon ou bien une femme qui a des coronesses pour dire ce qu'elle pense ou bien ce qu'il pense, c'est même pas la peine d'essayer de venir nous voyer, nous raconter votre misère, votre vie de merde là, ou bien votre vie de perché où vous êtes. Non, tout est beau, vous allez voir, sur le plan économique, on va faire ça. Et on dit, monnaie, c'est faux, on ne veut plus. On ne veut plus de troupes militaires à côté de notre aéroport, dans nos vies ici. On n'a pas besoin de militaires, on a besoin du signe, on a besoin de connaissances étrangères pour pouvoir transformer nos matières premières et former nos enfants à être des ingénieurs, à être des gens bien. On a besoin de ça. On n'a pas besoin de militaires. Parce que même ce qu'on appelle terrorisme mercenaire, c'est du pipeau. On n'a pas besoin de militaires. On va se débrouiller. Les Burkinabés, les Maliens se débrouillent avec les soi-disant terroristes. Là. Nous, on va se débrouiller avec eux. Mais on n'a pas besoin de militaires étrangers pour venir nous montrer, pour venir nous défendre. D'après eux, hein, j'ai entendu une fois à la télévision que c'est en Afrique, eux, ils défendent l'Europe. Ils sont en Afrique avec leurs militaires. Et puis maintenant, comme ils combattent les mercenaires terroristes là, ici, eh ben, ça protège l'Europe des terroristes. Vous nous prenez vraiment pour des imbéciles. Alors qu'en fait, les militaires sont là rien que pour cartographier, exploiter nuitamment toutes les ressources minières que nous avons et puis les protéger comme réserve quand ils n'en auront plus assez. On sait tout ça là. Je ne sais pas comment les gens nous prennent quoi. La majorité des jeunes aujourd'hui, grâce à l'Internet, à tout ça, ils savent tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est devenu intraitable. On ne veut plus rien savoir. On veut des gens qui ont du cœur comme nos frères de l'AES. On veut des gens qui pensent à leur population comme les gens de l'AES. Les gens ont dit non, les Mali, ils souffrent toujours. Et après 60 années de merde, là, les 2, 3, 4 années où les gars sont en train d'essayer de retourner la situation, vous pensez que ça va suffire pour que leur vie change du jour au lendemain? Quand il y avait votre démocratie là, au Mali, là, il y avait les présidents qui étaient là, les machins, tout ça là. La population vivait mieux que maintenant. Au Burkina, là, quand il y avait démocratie de Blaise Compaoré, là, la population vivait mieux que la population aujourd'hui au Burkina. Quand il y avait démocratie, nos frères du Niger, là, ils vivaient mieux que ceux qui vivent aujourd'hui là. Aujourd'hui, on dit, ah, il y a pétrole au Niger. Non, on ne savait même pas. Pétrole est sorti au
Niger, on n'était même pas au courant. Avec les Tchani qui sont arrivés là, pétrole est sorti. Avec les Tchani qui sont arrivés, uranium, là, les gars vendent ça maintenant, le prix est augmenté. Les gars eux-mêmes, ils sont propriétaires de leurs choses. Les gars ont commencé à faire des usines en douce. Hein. Les gars sont en train de travailler là-bas. Ils refont les routes, ils ont commencé à prendre l'argent qui coule à flot sans que le FMI, quoi, leur envoie quelque chose. Ça sort d'où l'argent? Il y avait l'argent là-bas. Avant, là, Niger, pays plus pauvre du monde. Aujourd'hui, là, qui peut dire que Niger est le pays le plus pauvre du monde? De toute façon, ils ont fait l'année dernière, c'est eux qui ont eu le record de choses du PIB. C'est eux qui ont eu ça. En un coup comme ça, une fois qu'ils sont libres, là, un coup tout se... Aïe! Et puis, maintenant, vous allez nous dire à nous, non, on n'a qu'à rester dans les mêmes conneries, là. Et les mêmes gens, là, qui sont responsables de l'esclavage, colonisation, toutes sortes de saletés que nous avons souffert, endurées. M. Thiam lui-même, en France, il a été victime de racisme. C'est pour ça que lui-même n'a pas pu être ministre ou bien président même de la France, parce qu'il aurait pu l'être, avec toutes ses connaissances. Angleterre, il est parti, victime de racisme là-bas encore. Suisse encore, victime de racisme encore. Je me suis dit, ah, peut-être le gars là, ça va lui... Il va se dire, ah, vraiment, je crois qu'en Afrique, je peux aller apporter mon expertise là-bas et faire en sorte que vraiment tout se passe. En nous, Africains, maintenant, on va bien travailler. On va leur montrer à ces gens-là que nous sommes des forts. Mais qu'est-ce que je vois? Je pensais qu'il allait faire photo avec les gars de l'AES. Non, moi, je ne suis pas les gens violents. Mais quand Soro Guillaume était avec monsieur le président Henri Konan Bédier, oui. Thiam a dit quoi? Thiam a dit quoi? Moi, pour la question, hein, quand Soro Guillaume était chez le président Bédier, est-ce que Thiam a fait un communiqué pour dire que non, il n'est pas d'accord que le président Bédier reçoive Soro Guillaume? C'est aujourd'hui, tout à coup, soudain, brusquement, que Soro Guillaume est devenu infréquentable. Ah bon? Arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Arrêtez de vous foutre des gens. Les gars, je ne fais pas cette vidéo pour qu'on soit divisé. Bien. Je fais cette vidéo pour mettre les choses au point. Pour que les gens du PDCI comprennent une bonne fois pour toutes que le peuple ivoirien, la jeunesse, là, ce n'est plus les gens de 1980 qu'on manipulait. C'est des gens qui ont compris. Donc, il est temps de changer de fusil d'épaule et puis rentrer maintenant vraiment dans le vrai combat. Parce que vous n'avez jamais combattu. Hein. Depuis Fobagny, vous n'avez jamais combattu. Hein. Vous n'avez jamais été clivant dans les décisions. Hein. Vous avez toujours été dans les arrangements avec les gens. Cette fois-ci, c'est la bataille. On est en guerre. Macron l'a dit. Le gars, il est en guerre contre nous parce qu'eux, ils veulent toujours s'accaparer l'Afrique. Nous aussi, on est en guerre parce qu'on ne veut pas leur donner ça. Nous-mêmes, on va prendre notre Afrique pour faire notre chose à nous-mêmes. Donc, on est dans ça aujourd'hui. Si tu n'es pas capable de dire de quel côté tu es, les gars, ne nous cassez pas les pieds. Ou bien, on va s'affronter sur le terrain. Point. Mon frère, faut continuer. Oui, vraiment, merci beaucoup. Donc, je reprends un peu ce que tu avais dit. L'un des points importants, c'est que dans ta communication, tu as toujours demandé l'union. Tu as toujours dit, même si Thiam il nous montre des liens avec la France, c'est à nous de le pousser dans le tunnel du panafricanisme. Donc, tu t'es montré compréhensif, patient. Tu t'es montré très, en quelque sorte, aimable envers Thiam. Tu as toujours dit qu'il a une compétence. Oui, tu as toujours dit qu'il a une compétence. Et même qu'en termes de compétence, il est au-dessus de Ouattara, en ce sens que Ouattara, au FMI, on lui donnait une feuille de route et il n'avait qu'à exécuter. Mais le fait qu'il travaille au FMI, on lui a construit une image, mais qu'en fait, il ne faisait qu'exécuter des feuilles de route. Or, Thiam, on l'a mis à la tête de certaines entreprises pour qu'avec son expertise, sa compétence personnelle, il redresse des situations. Ou bien, il fasse augmenter les ventes, les performances des entreprises. C'est différent d'avoir une feuille de route. On te fait venir à la tête de grandes compagnies d'assurance, Prudential ou Aviva, et on te donne des objectifs d'augmenter les performances. Donc là, c'est ta compétence personnelle qui compte. Et il a réussi à plusieurs fois. Donc, tu as signifié ici que en matière de compétences, il n'y a pas match, Thiam est au-dessus. Et tu as dit que, bon, malheureusement, il a des attaches avec les gens de l'oligarchie. Donc, tu le vois comme quelqu'un
entre guillemets, qui est un peu neutre, c'est la force qu'on va lui donner, l'amour qu'on va lui donner. C'est ça maintenant qui va l'engager à aller maintenant dans notre sens, dans le sens de la renaissance, la libération de l'Afrique, Le soutien. le combat Voilà, le pour la soutien, notre rupture. soutien pour l'aider à avoir le Voilà, courage de faire tout ça. voilà. Et après avoir adopté ça, tu es déçu de constater que plus le temps passe et plus il s'enfonce dans ses liens avec l'oligarchie. Maintenant, moi, je vais faire une remarque pour dire que cette attitude du PDCI envers le GPS, ce n'est pas mature. Le PDCI fait peut-être un calcul pensant qu'il va tirer profit de cette manière de se mettre à l'écart. Ils ont peut-être leur raisonnement à eux. Mais je dis qu'il faut faire attention. Le raisonnement qu'ils ont dans l'arrière-pensée n'est pas forcément un bon raisonnement. Parce que, pour moi, si on veut être objectif, le GPS est l'un des instruments les plus tranchants pour affaiblir Ouattara dans le Nord. Oui. Donc, traiter le GPS avec mépris, traiter le GPS avec condescendance, traiter le GPS avec lui, en quelque sorte, on nie le GPS, le traiter de violent, de parti illégal, ce n'est même pas contre. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui veut que Ouattara quitte là, c'est la dernière des choses à faire. C'est la dernière. Parce que au sud d'ici, l'opposition, l'union de l'opposition peut facilement produire des résultats au sud. Mais affaiblir Ouattara dans le nord, sans l'action du GPS, ça sera difficile. Parce que beaucoup de dessus de Ouattara, bon, c'est vrai, excusez-moi la digression, le PDCI a une implantation nationale. Donc quand Ouattara est venu, il a drainé beaucoup de nordistes, mais il y a des PDCI vraiment très ancrés qui n'ont pas pu drainer. Mais on peut dire que ceux-là qui sont restés PDCI après l'avènement du RDR, ils ne sont pas forcément les plus nombreux. Beaucoup, avec le RDR, ont basculé derrière Ouattara. Et une fois qu'ils ont été dessus, ces nombreux nordistes qui ont basculé derrière Ouattara, après leur déception, ils ne sont pas revenus au PDCI. J'ai l'impression que beaucoup sont partis vers GPS. Voilà. Donc, GPS est l'instrument objectif pour affaiblir Ouattara dans le nord. Donc, ça ne sert à rien de se mettre à dos le GPS. Quand on veut vraiment enlever Ouattara, là, on tient compte de l'impact du GPS dans la stratégie. Donc, le fait de mépriser GPS, de dire, entre guillemets, non, nous là, non, vous êtes trop sale pour nous, on se demande, est-ce que vous voulez vraiment le départ de Ouattara? L'union de tout le monde pour enlever Ouattara, là, est-ce que c'est vraiment votre agenda? Question. C'est la question à se poser. Maintenant, deuxièmement, en agissant comme ça, est-ce que le PDCI ne va pas contre la démarche que Bédier avait commencé à avoir? Parce que Bédier, il a reçu Soro Guillaume en grande pompe chez lui à Daloa, pas à la maison du PDCI, non, chez lui à Daoukro, pas au siège du PDCI à Cocody, mais chez lui, dans sa base à Daoukro. Une réception avec fanfare, je me rappelle bien. Oui. Ça veut dire qu'il a tissé un lien avec Soro. Maintenant, pour la petite histoire, selon des gens introduits qui m'ont donné leur lecture, la façon dont Bédier a reçu Soro en fanfare avait une explication. Parce que, de sources, on nous a indiqué que grâce à Soro, Bédier avait échappé à un genre d'empoisonnement. Grâce à Soro. Et ce rapprochement entre Soro et Bédier a même créé chez Kakabe une frustration. Rappelez-vous les sorties de Kakabe. Il disait que des gens même qui ont été nourris à la sève du PDCI, qui ont fait tous les organes de jeunes dans le PDCI, qui ont fait tout leur parcours au PDCI. Oui, je me souviens de ça.
ils sont un peu délaissés sans point de chute, et c'est Soro, un rebelle, que Bédié s'en va adouber. L'explication qu'on m'a donnée, c'est que Bédié étant introduit, et depuis quelque temps, il commençait à parler de réconciliation, il y avait un plan qui avait été mis pour empoisonner D'éliminer. Bédié. Et c'est lui qui a alerté Bédié. Donc, il a sauvé la vie de Bédié. Donc, venir faire cette déclaration, c'est un peu faire marche arrière par rapport à la démarche que Bédié est en train de prendre. Bon. Deuxièmement, quand vous écoutez ce fameux communiqué dont on parle, et vous écoutez les dernières déclarations de Blé Goudé au siège de son parti, pendant la rencontre qu'ils ont appelée l'école des cadres, vous voyez que les deux déclarations se rejoignent. Parce que Blé Goudé, pendant cette séance de travail, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, lui, il a refusé qu'on prenne les armes au temps de Gbagbo. Donc, il ne peut pas s'associer à ceux qui prennent, ceux qui prônent, excusez-moi, à ceux qui prônent le départ de Ouattara par les armes. Il ne peut pas être l'ami de ceux qui soutiennent les coups d'État. Lui, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Est-ce qu'il ne faut pas comprendre par là qu'il ne partage pas les vues du PPACI? Parce que le PPACI n'a pas soutenu le putsch, mais a été clair pour dire que ces coups d'État-là ont lieu parce que les régimes qui étaient là ne faisaient rien pour la sécurité. Gbagbo, dans ses prises de parole, il a justifié l'action. Il a d'abord dit que ce n'est pas son principe, les coups d'État, mais que si ça a eu lieu, il faut examiner les causes. C'est pour des raisons objectives qu'ils ont fait ces coups d'État-là. Et il a félicité le travail de tous ces jeunes-là qui ont pris le pouvoir dans l'AES. Il a félicité leur façon de s'engager. Et lui, Blé Goudé, il vient faire une déclaration un peu contraire à ça. Que lui, il n'est pas là, il n'est pas dans les coups d'État. Il a condamné ça quand Gbagbo était au pouvoir. Et même aujourd'hui, ceux qui soutiennent les coups d'État, ce ne sont pas ses amis. Donc, ça rejoint la déclaration qui est contenue dans le communiqué du PDCI. Dans le même timing. Ensuite, ça dans le même timing. Et ensuite, Blé Goudé qui continue, qui dit, moi, je ne suis pas à ceux qui disent, viens, on va enlever lui là. Non, non, non. Enlever quelqu'un là, ce n'est pas un programme de gouvernement. Je ne suis pas quelqu'un qui dit, viens, on va enlever lui là. Enlever quelqu'un, ce n'est pas un programme de gouvernement. Maintenant, dans le communiqué du PDCI, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, on est ensemble, on a fait la déclaration ensemble, mais on n'a pas les mêmes idéologies et on n'a pas les mêmes méthodes. Vous voyez qu'on peut faire une petite connexion. C'est une grosse connexion. Ouais. Parce que, en fait, excuse-moi, mais Blé Goudé, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, il dit de façon voilée que lui, il ne supporte pas l'AES. Oui. Donc ça, c'est un message clair et net comme quoi lui ne supporte pas l'AES. Oh, Soro Guillaume est dans l'AES actuellement. Oui. Voilà pourquoi ce qui explique les attaques contre Soro Guillaume. En fait, c'est de façon voilée, indirecte, une attaque contre l'AES. Oui. Puisque actuellement, nous sommes dans une bataille de deux blocs. Le bloc des Atlantistes, l'OTAN, et le bloc des BRICS, où l'AES est avec, où l'AES est là-bas. Ça, c'est c'est-à-dire que sans dire les mots tels qu'ils sont, les politiciens ont commencé déjà à montrer de quel côté ils sont. Le PDC vient nous prouver qu'eux, ils sont dans le bloc des Atlantistes, en disant le même narratif que Emmanuel Macron et consorts, que oui, les putschistes de l'AES, ils ne sont pas fréquentables, ils sont ceci, ils sont cela. C'est ce que le PDCI dit. Et puis maintenant, les gars de l'AES, avec le président Gbagbo, qui a dit qu'il soutient ouvertement Poutine, il soutient ouvertement l'AES, où il y a l'autre côté. Il y a une guerre actuellement qui est en train de se mettre devant nous, clairement, mais beaucoup d'Ivoiriens, on voit ça en s'amusement, alors que ce n'est que deux blocs. La preuve encore, côté de Tidjane Thiam, où il se promène actuellement. Est-ce qu'il s'est promené au Mali? Il s'est promené au Niger? Il s'est promené au Tchad? Non, il se promène à Paris, il se promène en Angleterre, il se promène aux États-Unis, à la Convention des démocrates. C'est clair, on sait où il est. PDC ne va pas venir nous raconter quelque chose que non.
On sait maintenant que le PDC, on n'a qu'à se dire les choses clairement. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. On n'a qu'à avoir le courage de dire les choses. En tout cas, moi, ce que je comprends dans la démarche et dans les mouvements du PDCI, là, les gars, c'est des atlantistes. C'est des gars, ils ont choisi leur camp, l'Occident. Et puis, point barre. Maintenant, moi, ce que je vois aussi, le PPACI, Soro Guillaume et tout ça, ils ont choisi les BRICS, ils ont choisi l'autre camp où il y a une autre donne, une autre offre qui se présente à eux avec des gens qui ne leur ont jamais rien fait de mal. Parce que le narratif des atlantistes, c'est quoi? Ouais, la Russie vient, ils sont en train de voler les choses en Afrique, ils ont chassé la France, c'est pour venir, comme ça, les Africains ont chassé la France, et c'est pour venir se laisser entuber par les Russes, par les Chinois, et ceci, cela. Ça, c'est le narratif qu'ils disent sur les plateaux télé et tout ça là. Ouais. Comme si nous, on n'était pas assez intelligents pour faire la part des choses, pour savoir que ceux qui ont fait l'esclavage là, ce n'est pas les Russes. Ceux qui ont fait la colonisation là, ce n'est pas les Russes. Ceux qui ont fait la domination là, ce n'est pas les Russes. Ceux qui ont donné CFA là, ce n'est pas les Russes. Ceux qui ont mis des bases militaires chez nous là, ce n'est pas des Russes. C'est des atlantistes. Clair et net. Et moi aujourd'hui, je réfléchis aujourd'hui, je veux m'en sortir dans la vie. Je veux que mon pétrole, mon manganèse, mon diamant, mon or, mon cacao, mon caoutchouc, mon quoi, tout ce que je touche chez moi là, je veux que ça me profite. Et puis c'est dans les mêmes gens qui ont l'habitude de me bouffer, de me touffler, de m'écraser, de me tuer parce que je ne suis pas d'accord. C'est avec eux encore moi j'ai fait mes affaires. Non, je suis désolé. Je ne suis pas bête. À un moment donné, je réfléchis. Peut-être je peux me tourner vers quelqu'un d'autre qui peut me proposer autre chose. C'est simple que ça. C'est dans ça on est. Hein. Ivoiriens, ne cherchez pas loin. Tout ce que vous voyez là, ce sont les micmacs des phases pour essayer d'embrouiller les gens. Mais la vraie vérité, c'est les deux blocs qui s'affrontent et des Ivoiriens ont choisi leur camp. Le camp de ceux qui les ont mis en esclavage, le camp de ceux qui les ont dominés, le camp de ceux qui leur ont appris à réfléchir pour eux, quand je dis pour eux, pour Paris et consorts, le camp de ceux chez qui ils ont eu leur diplôme, le camp de ceux chez qui ils ont leur maison dans les beaux quartiers de Paris, leurs appartements, leurs trucs là-bas, tout ça là, avec leurs acquaintances dans les gouvernances là-bas, qui sont bien entre eux là-bas. Ça, c'est leur cas, ils ont choisi. La preuve, elle est là en photo. Si vous allez sur la page des gens, vous allez voir leur album photo. Vous allez voir avec qui on fait photo, c'est lui qui est mon ami. Vous allez voir, les gens, on dirait que le syndrome de Stockholm chez eux là-bas, c'est quelque chose de normal. Mais d'autres personnes ont réfléchi autrement. Ils disent que non, moi, les gens qui m'ont fait souffrir là, s'ils ne sont pas capables de changer leur logiciel pour venir faire des affaires gays juste un mois là, ils n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs parce qu'il y a d'autres clients qui sont là qui attendent. Moi, pour moi, c'est clair. Voilà le truc. Et les Ivoiriens doivent comprendre ça. Hein. On n'est plus dans le musulman parce que si jamais les gens nous attachent encore, ça sera pour 100 ans, on sera leur esclave. Hein. Et puis en plus, on va servir de base arrière à aller faire chier nos frères qui se sont libérés avec courage. C'est de ça qu'il s'agit. Pour le moment, j'en ai fini. Merci beaucoup. Donc, je poursuis mon analyse. Donc, je disais que quand on observe les déclarations, les paroles de Blé Goudé et le contenu du communiqué du PDCI, on voit qu'il y a une connexion logique. Les deux vont ensemble. Et ils ne sont pas à ceux qui soutiennent les coups d'État, ils ne sont pas à ceux qui disent « Viens, on va enlever lui là ». Vous voyez? Donc, il y a un lien direct avec l'appel de Benoît, parce que Gbagbo a été clair. Gbagbo a dit « J'ouvre les bras pour faire tomber Ouattara ». Donc, vous voyez, donc, est-ce qu'à la longue, il n'y aurait pas une alliance COJEP-PDCI? Rien n'est annoncé, mais on est des adultes. Ça peut venir. Un partenariat COJEP-PDCI. Bon, maintenant, rappelez-vous, Madame Simone Gbagbo, à Yopougon, elle avait soutenu le PDCI contre le PPACI. Elle avait soutenu le PDCI contre son beau-fils Michel Gbagbo. Donc, la connexion PDCI-COJEP peut être encore augmentée par l'apport du MGC. Donc, peut-être qu'ils vont faire leur bouillie un peu à côté. Vous voyez? Bon, on note ça. Excusez-moi
raisonnement est un peu difficile à suivre. Prenons ça, notons ça et puis mettons ça de côté. Observons maintenant ce que le secrétaire exécutif du PDCI, Aimou Sylvestre, est allé dire à Port-Boué. À Port-Boué, qu'est-ce que Aimou Sylvestre allait dire? Il a dit, c'est vrai, l'idéal, c'est de nettoyer cette liste électorale-là. L'idéal, c'est de changer le code électoral. L'idéal, c'est de réformer la CEI. Mais même quand on va revendiquer là, ce n'est pas sûr qu'il le fasse. Donc, comme ce n'est pas sûr là, le plus sûr, c'est de chercher à augmenter la liste électorale. Comme le quota n'est pas atteint, les standards internationaux disent que une liste électorale, pour qu'elle soit crédible, il faut qu'elle contienne 40% des majeurs. Pour le moment, on n'en est qu'à 30%. Donc excuse-moi, oui. Donc toutes les élections qu'il y a eu là, elles ne sont pas valables, alors elles ne sont pas crédibles. Ah, c'est ça. C'est ça. Parce que, pour revenir sur ce que tu dis, Thiam, il a une démarche, bon, sa démarche est logique, mais elle est un peu l'ivresse mathématique. Vous voyez, quand Thiam prend la parole pour dire ce qui se passe dans le pays, il utilise l'IDH. Il utilise certains thèmes de référence, l'IDH. Plutôt que de dire que les déguerpissements d'Adjamé Village, c'est barbare et c'est illégal, plutôt que de dénoncer directement comme ça, il dit non, j'engage le gouvernement à respecter les procédures légales. Maintenant, parlant des souffrances des populations ivoiriennes, il pouvait dire non, c'est scandaleux d'annoncer 10% d'augmentation des factures et de se retrouver avec 50%, 60%. Il pouvait le dire directement. Il pouvait dire c'est scandaleux que à l'international, on vende le café à 6 000 francs et que nous, on paye 1 500 à nos paysans. Il pouvait dire comme ça que c'est scandaleux, que malgré les inaugurations des hôpitaux de dernière génération en grande pompe devant les caméras, malgré tout ça, la CMU ne marche pas. Il pouvait le dire directement. Mais il ne le dit pas comme ça. Il passe par l'IDH pour dire que le classement de la Côte d'Ivoire à l'IDH a reculé. Donc vous voyez, ça reste un peu livresque, ça reste un peu conventionnel, mais ça n'indique pas l'incapacité et la malgouvernance vraiment voyante de Ouattara. Mais il préfère passer par ce contexte-là, cet indice-là, qui est beaucoup utilisé dans les rapports internationaux, dans les organismes internationaux. Donc, lui, il est l'ami des instruments des organismes internationaux. Donc, là, pour parler de l'élection, là, son porte-parole, Aimou Sylvestre, leur dit à ses militants, même si les gens ne nettoient pas la liste électorale, ce n'est pas grave. De toute façon, on ne comptait pas sur eux pour nettoyer. Mais au moins, augmentons, ajoutons de nouveaux majeurs pour que ça atteigne le quota de 40%. Et Jean, le RDR ne sera pas capable aussi d'augmenter leur quota pour que ça égalise encore ce qu'ils ont fait. Jean, il ne peut pas faire ça. Et Aimou Sylvestre dit, quand on aura atteint vraiment les 40%, si vous n'êtes pas négligent, si les gens ne se disent pas, non, si moi je ne donne pas ma voix, ça fait quoi? Parce que si 1000 personnes se disent ça, selon lui, ça fait déjà 1000 voix de perdu. Si chacun s'implique vraiment et qu'on augmente le nombre d'inscrits sur la liste électorale, la victoire est presque certaine. C'est ce que dit. Avec le RDR. Donc, ça fait penser à un petit calcul caché. C'est comme si on lui a dit, bon, mon gars, reste tranquille, fais en sorte que le nombre d'inscrits atteigne les quotas internationaux, la norme internationale, les standards internationaux. Toi, va mobiliser tes militants pour augmenter le nombre d'inscrits et puis nous, on va faire le reste. C'est tout. C'est comme si, dans certains cercles de pouvoir, on lui a donné cette assurance-là. Et puis lui, il vient devant ses militants. Bon, c'est pas sûr que la CI soit dissoute, hein. C'est pas sûr que la liste soit nettoyée, hein. Mais ce que je vous demande là, augmenter les enrôlés, ça va atteindre 40%. Dès que ça là, ça atteint, c'est que la victoire est sûre. C'est un langage
Oui, Alors que, oui, excuse-moi, oui. le combat dans lequel l'opposition est, c'est pour obliger M. Ouattara à faire en sorte que des élections soient inclusives, transparentes et justes. Ça, Juste, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait élection. oui. On ne peut pas aller à des élections avec le fichier de merde qu'il y a Voilà, là et avec les gens qui sont là. C'est pas possible, c'est impossible. Donc, M. Emous, il vient nous dire que non, c'est pas grave, c'est allons-y, pas comme grave. ils ont fait en 2015, comme ils ont fait en 2020. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, Ouattara qui est là. Hein. Voilà. Ouais. Et c'est étonnant. Un, M. Emou Sylvestre, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a pu se faire élire à 2 reprises. Donc, il connaît le terrain politique. Il sait comment se font les campagnes. Ensuite, c'est un intellectuel, docteur en médecine. Donc, il ne peut pas sortir des raisonnements aussi faux pour dire, laissez, même si on ne nettoie pas, contentons-nous des nouveaux qu'on va ajouter là. Mais dans les nouveaux qu'on va ajouter là, il y a les fraudes du RDR dedans aussi. Mais bien sûr. Non seulement il y a les fraudes qui sont déjà là, qui n'ont pas nettoyé, mais dans ce qu'on va ajouter là, ils vont ajouter encore d'autres. Donc, tu ne peux pas dire, les gars, calmez-vous, même si on ne nettoie pas la liste, contentons-nous d'enrôler plus de nos militants. Ça va suffire pour gagner. Ce n'est pas clair. Donc, ça nous fait penser à quoi? C'est le même scénario de 2010. Il cherche un argument pour aller présenter à ses parrains occidentaux pour qu'ils s'emparent des médias pour maintenant valider la victoire de Thiam. Parce que, au temps de Ouattara, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, faites tout pour recevoir le report de vote de Bédier. Et c'est cet argument-là, on va prendre pour dire que Gbagbo ne pouvait pas gagner. Et une fois qu'on a cet argument, on met les médias mainstream, ils font une communication. Avant même que le Conseil constitutionnel ne se prononce, on annonce déjà que Ouattara est gagnant. Ça prend le monde. Donc, quand Yaoundé va venir dire le contraire, mais ça n'aura pas d'écho. Parce que CNN, BBC, RFI, tous les médias influents ont déjà mis dans la tête des gens que c'est Ouattara qui a gagné. Donc, ce que Yaoundé va dire, ça ne compte plus. Est-ce que ce n'est pas ce même scénario qui arrive avec la connexion PDCI, COGEP, MGC, puisque Thiam, il n'a pas l'air de compter sur le combat du terrain pour contraindre Ouattara, puisque à travers ce que Emou a dit, Thiam n'est pas dans la démarche de contraindre Ouattara à faire des élections propres. Non. Il dit augmenter seulement le nombre d'inscrits. Voilà. Et on va avoir la victoire. C'est pour aller dire après que, avec report de voix de MGC plus COGEP, il va aller donner ça à ses parents. Voilà, ils ont fait la déclaration pour dire qu'ils me rapportent les voix. Donc, utilisez ça pour dire que Thiam ne peut pas ne pas gagner. Donc, c'est un peu suspect. On n'a pas les preuves, mais on a des adultes. On anticipe et on envisage les choses. Sinon, docteur Emou, un intellectuel de haut rang, titulaire d'un doctorat de 3e cycle, ça veut dire qu'après le bac, tu as fait au moins 9 années d'études. Tu ne peux pas pondre un raisonnement aussi léger. Donc, moi, c'est le lieu d'interpeller le PDCI. De plus en plus, vous êtes en train de vous écarter du chemin le plus droit et le plus crédible pour libérer l'Afrique. Chaque jour qui passe, il a l'air de s'écarter de ce chemin-là de la Renaissance. Moi, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un, à travers sa chaîne Elvic TV, qui ouvertement s'est déclaré thiamiste, ne vante que les relations de Thiam avec les hommes forts de l'oligarchie. On dit que Thiam est allé à Paris, pas en tant que spectateur, mais membre du CIO. Mais on oublie que le CIO, c'est aussi un instrument de l'oligarchie, puisque pour des raisons extrasportives, le CIO a empêché la Russie de participer aux Jeux olympiques. Thiam est encore associé à ça. Il se lève, il s'en va à la Convention démocrate, un parti qui est à l'initiative de l'assassinat de Kadhafi. Il s'en va d'abord chez Kagame. Il va chez Kagame, quelqu'un qui enrichit son pays du fruit, du vol et du désordre de la RDC. Donc, Kagame qu'on voit, il impressionne par les changements, mais des changements obtenus sur le dos
et sur le désordre commis dans le pays voisin. Est-ce que c'est panafricanisme? C'est vrai, on voit Kagame comme un homme droit, un homme de principe, mais je ne crois pas qu'il soit conforme à l'idéal du panafricanisme. Le Rwanda se comporte comme un État vautour qui vit du désordre du pays voisin, qui vit de la carcasse et des restes de la pourriture, un péché en eau trouble. C'est là-bas que Thiam s'en va. Et ensuite, il va à la Convention démocrate. Alors que, de façon objective, Trump est le meilleur allié aux États-Unis, est le meilleur allié des panafricanistes. Parce que moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit que Thiam, malgré la fortune qu'il a, c'est pas sûr qu'il engage lui-même ses propres fonds dans la campagne présidentielle. Que ces gens-là sont toujours soutenus par des puissants groupes financiers. Donc, selon cet analyste-là, ce frère, il dit, Thiam ne peut pas nous dire que c'est sa propre fortune qu'il engage. Il peut engager son argent, faire les meetings, les déplacements des délégations, oui. Mais la campagne présidentielle, avec tout ce que ça demande comme frais, ses finances seules ne suffisent pas. Donc, il sera sous la dictée des groupes financiers qui vont le financer. Mais aux États-Unis, on nous apprend que Trump est l'un des rares cas qui finance de façon autonome sa campagne sur sa propre fortune. Donc, les groupes de pression, ce qu'on appelle l'État profond, ou bien les pouvoirs financiers, ou bien les lobbies impérialistes, ils n'ont pas d'impact sur Trump parce qu'il finance lui seul sa campagne. Et puis, il a ses idées à lui. Donc, il échappe au système. Voilà pourquoi, voilà pourquoi ils veulent tout faire pour le détruire. Voilà. C'est vrai que souvent, il a un langage qu'on trouve méprisant à notre égard en parlant du pays de merde, mais dans les faits, il n'est pas prêt à basculer dans les mêmes combines qu'Obama. Il n'est pas prêt à faire les interventions n'importe comment en Afrique. Il a même dit que si lui, il était président, mais la guerre en Ukraine serait déjà finie en quelques semaines, parce qu'il allait aller parler à Poutine. Je vais apporter une précision dans ce que tu viens de dire, qui est très importante. Donald Trump n'a pas de société à l'extérieur des États-Unis. Que ce soit clair. Donald Trump, là, il n'a pas de société à l'extérieur des États-Unis. Voilà pourquoi il dit « Make American First Again ». C'est-à-dire que lui… Great again. Great again et puis first. Mais oui. ce America first. Voilà. Ce qu'il veut faire, il veut faire comme la Russie. C'est-à-dire que, au temps de l'URSS, la Russie était dispersée un peu partout. Donc, c'était un peu compliqué sur le plan économique de pouvoir faire quelque chose pour qu'il soit vraiment puissant. Quand la Russie est tombée, qu'est-ce que Poutine a fait? Il s'est recroquevillé sur eux-mêmes, la Russie, là, avec leur propre richesse, leur propre fortune, et il a commencé à créer maintenant des milliardaires, des oligarques qui ont commencé à faire des entreprises et tout ça. Et c'est comme ça que la Russie, économiquement, s'est redressée. Trump veut faire la même chose. Il veut arrêter les sociétés américaines un peu partout dans le monde, les bases américaines un peu partout dans le monde. Il a même dit, l'OTAN, que lui, s'il revient président, les gens vont payer, qu'ils sont plus prêts à venir maintenant se promener. Être les financiers principaux. Voilà, être les financiers principaux. Sinon, lui, il se retire de là-bas, il reste chez lui tranquille, personne ne vient l'emmerder, et puis eux, ils vivent entre eux là-bas. Voilà ce que Trump veut faire. Oh, les gens de l'autre côté, les démocrates, là, eux tous, en Ukraine, comme ça, ils ont des sociétés, ils ont des champs, ils ont des trucs, ils ont des intérêts partout dans le monde qu'ils veulent défendre. Or, si Trump vient là, tout le truc là vont se casser la gueule. Donc, ils n'ont pas intérêt à laisser un gars comme ça venir maintenant s'asseoir et puis foutre la merde dans leur business à l'extérieur. Parce que quand les bases américaines vont commencer à se retirer, tout ça là, ben, il n'y a plus de sécurité pour leur société. Donc, les gars, ils ont peur de ça parce que c'est le pognon qui les dirige. C'est tout. Ne cherchez même pas loin. C'est pas compliqué, cette histoire. C'est très simple. Les gens m'ont dit ici que nous, on n'est pas intelligents, on est simpliste, on a des raccourcis, on a des trucs, mais la vérité, là, c'est Dieu qui tient le monde. C'est le oui, mais c'est clair. C'est le Dieu. Et c'est ça. Quand vous voyez les gens se sont impliqués dans l'Ukraine, c'est parce qu'ils avaient mis trop de sociétés américaines là-bas. Quand ils ont fait le coup d'état de Biden, là, avec la révolution de Biden, ils ont mis trop de pognon là-bas pour se faire du blé. Et quand Poutine a foutu la merde quand il est venu, maintenant,
tout casser là-bas. C'est pour ça qu'ils lui en veulent de façon viscérale. Les gars, c'est-à-dire que la rage qu'ils ont contre lui, là, parce qu'il a gâté le business. Il a gâté le business. Donc, c'est pour ça qu'ils sont fâchés. Rien d'autre. Rien d'autre. Et comme ils ont influence sur certains trucs, beaucoup de personnes maintenant commencent à se rendre que leur influence, là même, ce n'est plus comme avant. Après le Covid, là, leur histoire, là, ça commençait. L'Arabie Saoudite a commencé à dire que nous-mêmes, on ne paye plus nos trucs en dollars. On change, on va payer en Donc, pour revenir à ce qu'on disait, tu as démontré, à travers ce que tu viens de dire là, tu as démontré que au-delà du langage qu'il emploie, que son langage un peu désinvolte, son langage un peu inconsidéré, un peu discourtois, Trump est l'ami objectif des peuples africains. Voilà. Avec Trump, c'est l'arrêt de l'engagement militaire de l'armée américaine en dehors de l'Amérique. Il ne se mêle plus des affaires des gens. Il s'occupe des Américains. Voilà. Donc, si on veut voir quelqu'un qui vraiment veut arriver à la tête de son pays pour redresser son pays, pour vraiment créer les conditions pour que l'économie revienne entre les mains des nationaux, pour que le pays maintenant soit à l'abri des interventions étrangères, mais son allié objectif, son allié logique, c'est Donald Trump. Mais tiens, non. Est-ce que vous l'entendez parler, prononcer même le nom de Trump? Non. C'est référence avec le Parti démocrate et il se lève, il s'en va même à leur convention et ses communicants mettent ça en exergue pour montrer sa stature. Il va à la convention des démocrates. Ce ne sont pas les démocrates qui ont fait tuer Kadhafi. Ce ne sont pas les démocrates qui ont été impliqués dans le bombardement du palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Rappelez-vous. Obama. Rappelez-vous ce que Gbagbo disait, que pendant les bombardements, il recevait des coups de fil intempestifs de Hillary Clinton. Hillary Clinton et Obama. Voilà. Et il en avait marre, il a dû raccrocher. Parce qu'on lui disait non, laisse le pouvoir, on va t'accorder un exil tranquille avec 70 personnes de ta famille, tu auras un poste d'enseignant à l'université ici. Mais Gbagbo a dit non. Mais c'est à la convention des gens de ce parti-là que Thiam est fier de s'afficher. Donc vous voyez, petit à petit, c'est comme un schéma qui est en train de se dessiner. Ouais. Les faits nous montrent chaque jour que Thiam, il est encadré, il est inscrit dans l'oligarchie, dans le système. Et la façon dont le communiqué de son parti méprise GPS, mais ça tente à croire que si jamais l'union de l'opposition en Côte d'Ivoire, si jamais cette union-là se fissure, apparemment, on aura dans un camp GPS très soudé avec le PPACI et dans l'autre camp, le PDCI qui entretient des bonnes relations avec le COGEP, regardez le discours identique, et puis le MGC. Voilà. Donc, et le EDF. Voilà. Selon les analyses, les réflexions, ça peut être un mauvais calcul. C'est un calcul apparemment rusé, mais ce n'est pas sûr que ça marche. Parce que je vous assure que le PPACI et GPS, s'ils consolident leur collaboration, les deux bien organisés peuvent faire tomber Ouattara. Sans l'apport du PDCI. Parce que c'est des gens qui envisagent l'action du terrain. Ah, ils sont quand vous voyez GPS là, c'est des anciens rebelles. C'est des gens qui sont capables de mobiliser les réseaux et puis faire des systèmes d'organisation. Parce que moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui est proche de Soro Guillaume. Moi, il faut être clair, Soro, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Mais là où on va là, c'est comme quelqu'un, il a une diarrhée sévère. Son souci, c'est quoi? Le WC le plus proche. Même si c'est celui qui l'a insulté en public hier, là, si c'est là-bas, il va. Donc, pendant qu'on a une diarrhée sévère, on n'a pas le temps de chercher, mais pourquoi tu as pris les armes? Viens, on va discuter de ça d'abord. Mais c'est idiot. Notre problème, c'est quoi? On étouffe, non?
Ouattara fait ce qu'il veut. Il casse le village des gens. GPS, ils sont capables de mobiliser, d'entreprendre des actions du terrain. PPACI, mais c'est les pères de l'action du terrain. Boycott actif, mobilisation pour faire partie GAIO, mobilisation patriotique. PPACI, c'est les rois de toute forme de mobilisation, que ça soit pacifique ou bien que ça soit offensif. GPS aussi, ils ont des éléments sur le terrain. Donc, si les deux là soudent leur partenariat et que le PDCI veut s'éloigner, plus les gens de l'AES qui sont fâchés avec Ouattara, qui vont lever leur compte. J'en viens. Donc, déjà, les deux là, ça met Ouattara suffisamment en difficulté. Mais maintenant, dans les réseaux de GPS, mais il y a les immigrés issus de l'AES parce qu'ils ont été des partenaires pour faire tomber Gbagbo. Donc, on dit, c'est ce qu'on appelle ancien tison, une bûche qui a déjà été utilisée pour allumer le feu. Une fois qu'on a éteint le feu, pour rallumer la bûche là, c'est encore plus rapide que le nouveau bois qui n'a pas encore brûlé. Donc, GPS avec les réseaux dormants, mais facilement, il y a une connexion avec les immigrés issus de l'AES. Donc, le PDCI ne fait pas un bon calcul. Parce que si les événements s'accélèrent, parce qu'il y a des moments où l'histoire peut s'accélérer à tout moment. Ouais. Rappelez-vous le mur de Berlin. Rappelez-vous le mur de Berlin. C'est vrai, petit à petit, les États de l'Est avaient commencé à abandonner le marxisme. Vous voyez, en Tchécoslovaquie, ils ont abandonné le socialisme. En Hongrie, ça a commencé comme ça. Donc, quand ça a commencé, on n'imaginait pas que le mur allait tomber. Un matin, on imaginait que c'est comme un feu qui se propage. Mais on ne voyait pas ce feu-là se propager jusqu'à détruire le mur de Berlin. On ne voyait pas ça. Mais le mur de Berlin a surpris tous les grands leaders du monde. Donc, quand il y a un bouillonnement comme ça, avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle génération qui ne veut plus entendre parler de CFA, avec les nouveaux leaders, regardez comment Ibrahim Traoré est adulé. Hommes, femmes, enfants. Donc, ce jeu, ce positionnement du PDCI là, ça peut s'avérer un mauvais calcul. Très mauvais calcul. Voilà ce que je tenais à dire et puis je reprends, je réitère, j'appuie à nouveau ce que tu viens de dire. On a tout fait pour trouver des excuses à Thiam. On a tout fait. Bientôt, cette phase de communication-là va passer. Cette phase-là est presque arrivée à son terme. Cette phase-là est presque arrivée à son terme. Où on est policé, on voilà. est courtois, on a trouvé tout. Dans quelques semaines, on n'aura plus d'excuses à lui trouver s'il ne s'engage pas. D'abord, dans la vie, là, on dit, il y a un proverbe sénoufo qui dit, c'est la parole qui crée les ennuis, c'est la même parole là qui répare. Les comptes communiqués, ça existe. Il peut faire attendre 2 semaines et puis refaire un autre communiqué de façon diplomatique. Oui, on a produit un communiqué tel jour et vu l'incompréhension, l'interprétation erronée que les gens en ont fait, nous faisons les précisions suivantes. Le GPS, le PDCI a toujours réclamé le retour de Soro Guyo conformément à la Constitution. Donc, le précédent communiqué n'était pas une manière de mettre Soro à l'écart. C'est eux qui comprennent français. Français de communiquer là. C'est le PDCI qui nous a appris ça. Ouais. Une poignée de vandales aidés en cela par des badauds innocents à tenter de troubler. Bon, c'est eux qui connaissent les communiqués. Donc, PDCI, arrêtez les dissonances. Arrêtez la communication ambiguë à double usage, où d'un côté, on a Brédoumi qui parle clair, qui parle fort, qui parle selon le cœur du peuple, et de l'autre côté, Thiam qui joue les équilibristes, qui joue les gens sympathiques avec Ouattara. Arrivé un moment, il faut qu'il y ait une seule ligne. Vous n'allez pas faire comme Sonko et puis Diomaye. Sonko parle direct, Diomaye, il vient féliciter Ouattara. Non, ça ne va pas toujours marcher.
Donc, voilà ce que je voulais dire, Boakwasi. En tout cas, merci beaucoup. On a déjà tout dit. On a prévenu les gens. On vous dit. Pour le moment, là, on n'a pas encore déclaré de guerre avec le PDCI. On n'a pas encore déclaré les hostilités avec le PDCI. Ce ne sont que des recommandations. Oui. Ce ne sont que des critiques pour que les gens se ressaisissent et qu'on continue le combat ensemble jusqu'au départ de Ouattara et son RDR et du système france-africain pour que entre nous, Ivoiriens, on puisse se retrouver tranquillement dans la paix, qu'on puisse vraiment discuter entre nous en toute sincérité et en toute tranquillité et qu'on puisse redécider ensemble une nouvelle façon de construire notre pays. Tranquillement. C'est tout ce que nous demandons. Mais si vous insistez dans ce que vous avez commencé là, et que quelque chose arrive, et qu'un coup, le pouvoir change d'une manière, les maniants du peuple qui vont sortir, qui vont se sentir libérés là, ils vont vous mettre la honte. Je vous promets. C'est pas une menace, c'est une promesse. C'est une promesse. S'il y a quelque chose qui se passe, et puis RDR est parti là, le peuple qui sera libéré là, mais la boule d'énergie qui va sortir du cœur des Ivoiriens là, tous ceux qui étaient dans une ligne de façon, là, ah, ça va être difficile pour vous, hein. Mais tous ceux qui ont défendu les intérêts des populations, une femme comme Puchéik Balé, ils vont la soulever pour la mettre en haut devant vous, vous n'allez pas croire. Des gens qui ont vraiment eu le cœur de dire les choses telles qu'elles sont claires dans le sens du bonheur des populations, c'est eux que le peuple va prendre pour les mettre devant. Maintenant, ceux qu'on fait façon, je vous assure que ça va vous faire bizarre. Je ne sais pas quelle armée va venir de Washington ou bien de Paris pour venir vous sauver. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, il y aura l'armée aussi qui sera là pour les attendre. Il y aura des gens armés qui seront là pour les attendre. Ce n'est plus comme avant. Les temps ont complètement changé. Les gens ne voient pas clair dans ce qui se passe. Les temps ont complètement changé. Je tiens à vous dire ça. Hein? Parce que ce que l'AES a fait là, il y a 20 ans de cela, l'Angleterre, la France, les États-Unis avaient déjà bombardé tout l'AES au calme. Et le travail était fini. Mais aujourd'hui, là, si les gars n'ont pas bougé, là, ça passe, ils connaissent sur. Vous savez que AES a son pied sur Caillou. Ils connaissent Caillou qui est en bas du pied de AES. Là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas bougé. Ils vont essayer maintenant, avec des petites bases, des petits coups, d'essayer d'affaiblir, de faire en sorte que la population se fâche et puis se retrouve maintenant contre les militaires. Oh, ça là, c'est comme ça. Vous voyez ça louper. Ça ne va jamais plus arriver. Parce que ce qu'ils ont commencé maintenant à faire, d'ici 2 ans, économiquement, les gars vont démarrer d'une manière. Vous n'allez pas croire. Il suffit que la monnaie soit prête. Et puis maintenant, les gens commencent à commencer à faire autre chose. Vous allez voir ce qui va se passer. Et c'est ça, les gens ne veulent pas. Donc, ils veulent déstabiliser, ils veulent embrouiller, ils veulent embêter, ils veulent salir, ils veulent faire tous les trucs là pour empêcher les gars, en fait, de montrer l'exemple que l'Afrique peut se développer tout seul. Parce que c'est ça qui leur fait le plus peur. Ça veut dire que les Africains eux-mêmes, ils dirigent leur Afrique. Et puis maintenant, ils se développent entre eux tranquillement avec qui ils veulent. Ça, ils ne veulent pas. Ils veulent toujours qu'on soit dépendant, qu'on soit toujours pauvre, miséreux, en train de demander toujours des aides. C'est ça, ils veulent. Toujours, FMI va nous donner, les gens vont nous donner, alors qu'on est plus riche que le FMI. Mais eux, c'est ce qu'ils veulent pour que toujours, eux, leurs gens dans leur pays travaillent dans les usines et puis nous fournissent des choses que nous, on va acheter plus cher. Ils ne veulent pas que nous, on fabrique des usines aussi pour que nous-mêmes, on puisse consommer ce que nous-mêmes, on fabrique. Et puis qu'on puisse vendre ça au monde. Voilà ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils empêchent l'Afrique de se développer. Et ils mentent maintenant sur les gouvernants qu'ils ont mis là, que non, c'est eux qui ne sont pas capables de diriger, c'est eux qui ne sont pas capables de gouverner, c'est eux qui ne sont pas capables de développer, ils ont tout. Et puis, alors que tous les jours, ils sont au téléphone en train de dire aux gens, non, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, faites ceci, faites cela. Vous voyez un peu comment les gens sont vicieux. Mais ce temps est fini maintenant. Parce qu'il y a des gens maintenant qui sont courageux, qui veulent prendre leurs responsabilités et changer les choses. Donc, choisissez bien votre camp. C'est le titre de ma vidéo. Hein. Le temps est venu de choisir ton camp. Parce que le jour, ça va faire Bakata Bokoto Bish là. Ah, le peuple va aller où son intérêt est.
Je répète, le peuple va aller où son intérêt est. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout du côté de ceux qui les ont fatigués. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée.